Retour en plateau à présent avec notre invité Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors je vous propose de commenter rapidement l'actualité qu'on a donnée en introduction. On a évoqué tout d'abord PayPal qui s'intéresse de très près à Pinterest. Il y a un prix d'achat qui est, on ne sait pas s'il est confirmé, mais en tout cas qui est évoqué. Est-ce que ça surprend ? On peut lire, on peut se poser la question dans un premier temps, un réseau social basé sur l'image, qu'on va regarder pour regarder des photos ou des images, qui intéresse un des plus grands acteurs des paiements en ligne. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette annonce qui est tombée ce matin ? Alors, de premier abord, effectivement, on peut être un peu surpris par ce choix et l'intérêt qu'a pu avoir PayPal pour le réseau Pinterest. Mais quand on y regarde de plus près, finalement, Pinterest, ce n'est plus ce réseau social où on échangeait des photos, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est une sorte d'écosystème pour les particuliers. Et sur Pinterest, vous pouvez voir des objets. Et puis surtout, Pinterest a cette approche, a une connaissance très proche de ses clients et des gens qui viennent sur son site et leur propose des produits de décoration, des produits de la vie de tous les jours. Et si vous êtes tenté par ces produits-là, vous êtes orienté, comme chez Cdiscount, comme d'autres plateformes, vous êtes orienté vers le marchand. D'accord. Et vous pouvez acheter ces produits. Et qui dit acheter, soit vous cochez Mastercard, Visa ou PayPal. Besoin d'un intermédiaire de paiement. Et il faut un intermédiaire de paiement. Et donc, en faisant cette opération, PayPal va sur un terrain qu'il ne connaissait pas, sur lequel il n'était pas, qui lui permet d'ouvrir un petit peu, c'est ce que le marché lui reprochait. Et ce que le marché reproche, puisque PayPal a été sanctionné hier, c'est peut-être le prix qui est payé. C'est ça. Est-ce que ça vaut 44 milliards pour le coup ? Alors, c'est vrai que PayPal a les moyens. C'est une société qui se porte très très bien. Je pense qu'à terme, oui, c'est un pari audacieux. On a souvent fait ce reproche à Google, à certaines étapes de sa croissance externe, de payer très cher des sociétés. Je pense qu'un jour, les profits seront au rendez-vous. C'est osé, c'est cher, mais ça a du sens que d'aller dans cette direction. Alors, un autre sujet d'actualité qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers temps, c'est l'entreprise Evergrande en Chine, reprise de cotation ce matin, enfin cette nuit même, moins 12,5%, avec un échec de la cession d'une partie de sa filiale. Est-ce que ça doit inquiéter ou est-ce que le risque Evergrande est déjà digéré ? On a dit il n'y a pas de moment Lehman, donc ce risque serait en partie digéré. Alors, le risque, je pense qu'on n'est pas dans l'ordre de grandeur d'un risque Lehman. Je pense que là, effectivement, c'était, et je l'espère, une élucubration de certains. Non, et puis, finalement, la situation, moi, je peux vous en parler que de ce que j'entends de ceux qui sont compétents, à savoir la Banque populaire de Chine, qui dit... Il y a un sujet, mais c'est un sujet sous contrôle qui n'aura pas un impact général sur l'ensemble de la Chine ou de la zone. Donc, on va se contenter de cette explication. Donc, l'échéance de samedi, par exemple, le fait qu'elle ne puisse pas honorer ses obligations financières ne vient pas rajouter du risque plus qu'il n'y en avait déjà ? Je crois que déjà la chute du titre aujourd'hui montre le peu de confiance qu'ont les investisseurs dans la société et que je crois qu'une issue toute défavorable soit-elle est quand même bien pricée par les marchés. Ce que je voudrais rajouter par rapport à Evergrande, c'est l'impact. On dit quel effet ? Non, pas sur le reste du monde, mais je vois par exemple, on a une société chez nous, SEB. Eh bien SEB... sera peut-être une des victimes collatérales. Pourquoi ? Parce que on l'évoque, on ne peut plus, Evergrande ne livre plus d'appartements, il y a une crise immobilière. Bien sûr. Et que faisaient les couples quand ils achetaient leur appartement ? Ils l'équipaient. Il l'équipait d'électroménagers, de petits électroménagers, et où SEB, avec sa filiale en Chine, est très très présent. Eh bien oui, on voit que SEB se traîne un petit peu en bourse, si vous me permettez l'expression. Okay. Et il y aurait un lien direct ? À cause de ce que me disent certains gérants, je suis méfiant parce qu'effectivement, les ventes en Chine, qui étaient quand même très importantes, et le système de SEB, qui est de la vente aussi beaucoup en ligne, pourrait subir les effets de la contraction et des livraisons d'appartements en Chine. Donc voilà un effet collatéral, certainement mineur, mais il y en aura d'autres. Mais sur le marché parisien pour le coup. Donc, et pour nous, sur le marché parisien, sur une valeur phare qui a bien d'autres qualités, attention,
bien d'autres qualités, mais qui est peut-être un peu pénalisé dans son élan actuel par cet aspect que relèvent certains gérants. Alors sur le marché parisien, Franck Lapichard, on a eu pas mal de publications d'entreprises. La saison des résultats a débuté, elle a bien débuté. Hermès, donc on a eu le résumé tout à l'heure, mais Hermès avec un chiffre d'affaires en hausse de 30%. Pernod Ricard qui a un premier trimestre de son exercice décalé très dynamique. Eurofins qui publie des résultats qui sont somme toute très bons et le titre chute. Comment est-ce qu'on peut, et Carrefour qui lui pour le coup est un peu plus prudent, mais comment est-ce qu'on peut analyser ces premières publications de résultats? On a eu beaucoup de profit warning avant les publications. Finalement, on se rend compte que les publications ne sont pas si mauvaises, mais on cherche finalement où est-ce qu'on n'est pas suffisamment rassuré, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est toujours pareil. C'est la vision de deux mondes. Quand vous regardez aux États-Unis, qui avaient hier des publications qui étaient un petit peu mitigées d'un point de vue économique, et pourtant, les investisseurs et les intervenants se sont concentrés uniquement sur le livre beige qui disait finalement l'impact du goulot d'étranglement des fournitures de matières, enfin des composants et autres prix des matières premières. Finalement, les entreprises le gèrent plutôt pas mal et donc les intervenants et les investisseurs ont retenu que ça. En Europe. Et on a vu Dow Jones, nouveau record, S&P 500 qui n'a pas clôturé avec un nouveau record, mais très proche de son record historique. Tout à fait. Donc, qui l'a fait en le VIX qui est au plus bas, il y a de l'optimisme aux États-Unis, ça c'est sûr. Et le VIX qui est au plus bas depuis 2 mois, le VIX, on le rappelle, c'est l'indicateur de peur et de tension sur les marchés. Il est au plus bas depuis 2 mois. Donc une grande sérénité et une approche sereine. En Europe, c'est tout le contraire. C'est ce que vous venez de dire. Les investisseurs vont voir là où ça peut gratter un petit peu, là où on a un caillou dans la chaussure, aussi minime soit-il. Et c'est vrai que concernant Eurofins Scientifique, c'est un titre qui a un parcours incroyable. Donc forcément, quand vous avez un titre qui a eu une telle progression, le simple fait d'être un petit peu plus hésitant sur des perspectives, non pas sur des résultats qui sont bons, eh bien ça suffit pour à l'ouverture, faire baisser fortement la valeur. Et surtout qu'Eurofins Scientifique, on rappelle, des résultats en hausse au 3e trimestre, un relèvement de prévision annuelle de chiffre d'affaires, mais pas de relèvement de prévision d'EBITDA, et ça suffit à décevoir les investisseurs. Oui, ça suffit pour faire prendre les bénéfices sur un titre qui a connu un parcours incroyable. C'est vrai. Mais regardez hier, la journée. J'allais en parler du luxe, oui, bien sûr. Oui, Kering a vécu des hauts et des bas pour le coup hier en séance. On a commencé avec 6% de baisse, on a fini quasi à l'équilibre par rapport à 6%. On a vu le marché qui s'est complètement retourné. Ne perdons pas de vue ce qu'on dit à chaque fois. Le rôle et l'importance des automates et des algorithmes dans la gestion des titres au quotidien sur nos marchés. Un mot rapide de cette inflation dont on a parlé tout à l'heure et de relèvement de taux de la Fed ou encore de la BO plus proche de nous, enfin de la Bank of England plus proche de nous. Comment est-ce que vous analysez ça? Parce que là, on en a parlé via le prisme des comptes, des résultats d'entreprise, mais de manière plus générale, c'est un facteur inquiétant pour vous? Pour le moment, on se cale derrière les banques centrales. Les banques centrales continuent, j'aimais votre expression tout à l'heure, temporaire provisoire, temporaire durable, etc. Pour le moment, eux continuent de qualifier ça de passager temporaire. On va continuer de les écouter. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent quand même, certaines, plutôt bien gérer. On a évoqué Carrefour. Carrefour et tout le secteur de la distribution est un des rares secteurs qui peut répercuter la hausse des fournitures, des produits achetés sur le consommateur. Alors après, il y a la guerre des prix entre eux, mais bien globalement, entre eux et tous, ils peuvent le répercuter d'une certaine façon. Et vous avez d'autres secteurs qui réussissent, soit en réduisant un petit peu leur marge, mais en sauvegardant leur marge. Carrefour, par exemple, a dit maintenir son objectif de cash flow supérieur à 1 milliard. Donc on voit qu'effectivement, les ventes étaient légèrement en baisse, mais que ce sont des sociétés qui réussissent malgré tout à préserver leur marge. Merci beaucoup Franck Lapichard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kipling Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Bourse et exceptionnellement, il n'y aura pas de Smart Bourse ce soir à 17h. Vous retrouverez en revanche demain le rythme habituel de Smart Bourse avec Grégoire Favet à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur les marchés à la mi-journée. Puis la grande édition demain à 17h pour commenter l'actualité financière et les enjeux de marché. À très vite.